Mazamet Ville Vivante, on continue. Alors je voudrais savoir si on a un public vivant. Vous êtes bien installés? Oui. Ah oui, bien chaud, bien vivant. En tout cas, soyez les bienvenus ici. J'ai le plaisir et l'avantage, dans quelques instants, de vous présenter la liste Mazamet Ville Vivante. On continue. J'en ai la charge. Juste avant, je me présente. Wilfried Pénéla, présent avec Olivier Fabre depuis 2014, comme certains ici que vous allez découvrir dans quelques instants. Et pour vous présenter la liste Mazamet Ville Vivante, on continue. Maestro, j'ai besoin d'un petit générique, s'il vous plaît. Ah, tu commences par celui-là? Ah, c'est pour chauffer, en fait. Moi, j'avais prévu autre chose. Non, mais vas-y. C'est bien. Tu peux me mettre l'encre au champ, si tu veux. Parce que là, je suis perdu dans la mécanique, dans la logistique. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Je peux même mettre plus fort, hein, si tu veux. Hein. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir une liste dynamique qui aime la ville de Mazamet. On va commencer tout de suite avec Nicolas Bonaventure. On peut applaudir, hein, c'est une applaudissement. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Allez, tu vas passer beaucoup là-bas, derrière. On enchaîne derrière, hein. Odile, on y va. Odile Hugonet, s'il vous plaît. Allez, un petit bonsoir, c'est là pour vous voir. Voilà. Hop. On va rejoindre Nicolas. Christian Durand. Allez, Christian, on y va. Bouti. Bonsoir, Christian. Sophie Sénégas. Vous avez l'ordre, les amis, sur la feuille. Bonsoir, Sophie. David Sénégas. Ouais, ça qui bloque. Préparez-vous, on y va. Sonia Bourénide. Bonsoir Sonia. Jean-Michel Briand. Bonsoir Jean-Michel. Amandine Laval. Bravo public. Lionel Nicolas, qui était dans les starting blocks, bravo lui. Bonsoir. Sylvie Le Mosec. Hop, c'est qui toi? Tu vas sur la gauche. Voilà. Razvan Ilescu. Bonsoir Razvan. Voilà, bien. Dominique Rose. On se croirait presque à un défilé passant été 2026. Bonsoir Dominique. Cédric Baillot. Bonsoir Cédric. Rachel Gomez. Bonsoir Christophe Martin. Carole Lecause. Bonsoir. Michel Berbessou. Oui, Michel. Allez, Michel, sur la scène, c'est plus la commande, voilà, on te voit quand même, Michel. Voilà. Alexandre Seine. Bonsoir Alexandre. Céline Bernard.
Josiane. Marie Fabre. André Amalric. Allez, voilà, c'était du bien jusqu'au janvier. Josiane Estramo. Fabrice Coquille. Séverine Arbero. Séverine Frédéric Sen. Dolores Issa. Dolores, attention à la marche. Marie Diron. Allez Marie, on attend. Philippe Bancal. Corinne Albert. Bonsoir Corinne. Christophe Assemat. Agnès Borel. Bonsoir Agnès. Allez, une salle d'applaudissements pour mes collègues, s'il vous plaît. Merci à vous d'être aussi chaleureux. Et bien sûr, pour conduire cette liste, c'est le maire de Mazamet depuis 2014, je vais vous demander d'accueillir Olivier Fabre. Bonsoir. Allumé, voilà, c'est mieux avec le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir ce soir, de vous voir aussi nombreux, parce que j'ai pas souvenir depuis 2014 qu'on ait eu autant de monde sur une réunion publique avant les élections. Donc là, vous avez applaudi l'équipe, elle le méritait beaucoup, mais vous méritez quand même d'abord de vous applaudir. Bravo. Parce qu'on est ce soir plus de 400 personnes. Je crois que c'est vraiment le record depuis 2014. Je suis très heureux donc de vous retrouver ce soir avec cette équipe. C'est vraiment une très belle équipe, une équipe très motivée, une équipe qui aime sa ville, qui a à cœur de faire de belles choses pour Mazamet, pour les Mazamétains. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement dans le groupe qui vous a été présenté. Et voilà, vraiment, ça va être vraiment une très très belle équipe pour cette ville qu'on aime toutes et tous. Et puis, en ce début de réunion, je vais aussi avoir une pensée, des remerciements, des pensées chaleureuses pour tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure municipale depuis maintenant 12 ans, qui pour certains donc ne se représentent pas. Il faut vraiment les remercier pour le travail qui a été accompli, avoir une pensée pour eux et leur dire surtout ce soir, et dire à tous les sortants qui ont fait le choix de ne pas se représenter, qu'ils peuvent être fiers du travail qui a été accompli pour notre ville. On a donc donc la liste que vous avez pu découvrir il y a quelques instants, c'est une liste qui ressemble à Mazamet, une liste qui rassemble, une liste qui est représentative des différentes professions, des différentes passions, des différents points d'engagement, d'intérêt que peuvent avoir les habitants de la ville. Elle est représentative aussi de tous les quartiers et de toutes les tranches d'âge, et c'est ce qu'on a essayé de faire donc pour avoir vraiment cette représentativité. Et voilà, si vous ne connaissez pas tous les colistiers, ben, vous
pourrez échanger avec eux à l'issue de cette réunion, et vous allez voir qu'on va vraiment faire une très très belle équipe pour Mazamet. Alors on va commencer par faire le bilan de ces 6 dernières années, et plus globalement des 12 dernières années, parce que l'action municipale c'est une continuité, hein, c'est un long fil qu'on continue à dérouler. Alors faire un bilan de 12 années en quelques minutes, c'est évidemment un exercice difficile, donc je vais m'attarder sur certains points, mais ce sera évidemment compliqué de tout passer en revue. Vous avez sûrement pu prendre connaissance du document qu'on a distribué dans vos boîtes aux lettres il y a quelques jours, et qui décline de façon très précise ce bilan. Mais l'idée, si vous voulez, qui est tout ce qui sous-tend notre action depuis maintenant 12 ans, quand on a été élu, quand on a repris les clés de la ville, c'était de refaire de Mazamet une ville vivante. C'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça. C'était aussi un petit clin d'œil à l'histoire où on a souvent l'étiquette de la ville morte qui nous a un peu pesé sur les épaules. Et donc on était très attachés à refaire de Mazamet une ville qui vive. Donc on a fait beaucoup de choses et des actions un peu tous azimuts pour redonner justement de l'élan à notre cité. De la rénovation, bien sûr, vous l'avez vu récemment avec la place Gambetta, sur laquelle j'ai beaucoup de retours positifs, notamment de personnes qui ont du mal à se déplacer. Cette place est devenue beaucoup plus avenante, beaucoup plus pratique, et elle a redonné de l'éclat au cœur de ville. On avait auparavant refait le quai de l'Arnette, on avait fait la halle sur le premier mandat. Sur ce mandat, on a aussi continué les démolitions de friches industrielles. Ça paraît pas comme ça, mais c'est des chantiers qui sont extrêmement importants et qui surtout grignotent beaucoup de budget. Donc on a démoli des friches très importantes au niveau de la rue de l'Arès, et à l'entrée de la Brespille, là aussi on a réussi à dénouer une situation qui perdurait depuis trop longtemps. Ce ne sont là évidemment que quelques exemples. Dans ce qu'on a voulu faire aussi depuis ces années, on a aussi voulu évidemment une ville vivante, c'est une ville commerçante. Et on a mis le paquet sur le soutien au commerce, en particulier au commerce de centre-ville. Alors on entend encore parfois, ou on lit parfois sur les réseaux sociaux, des gens qui veulent voir une réalité un peu fantasmée, un peu pessimiste. On lit encore des gens qui nous disent à Mazamet, il n'y a rien, tout a fermé ou tout ferme. C'est pas du tout la réalité. Alors, bien sûr, le tissu commerçant de centre-ville à Mazamet n'est pas le tissu commerçant de Mazamet dans les années 60. Mais quelle ville en France aujourd'hui a le même tissu commerçant en centre-ville que dans les années 60? Aucune. La France a changé. Alors, on peut regretter certaines évolutions, mais on est obligé de faire avec. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour vous dire que le défi du petit commerce, il met la barre très haut pour être relevé. 85% de la consommation en boutique, en magasin, se fait dans les zones périphériques en France aujourd'hui. Et seulement 15% sur les cœurs de ville. 85, 15. Vous voyez le rapport. Et on est sur Mazamet, chez nos voisins en classe, on est à peu près sur les mêmes ratios. Sur ces chiffres-là, 85 d'un côté, 15 de l'autre. Donc vous voyez comment la consommation aussi s'est déplacée durant toutes ces années. Donc évidemment, faire du commerce de centre-ville un cheval de bataille, c'est un défi extrêmement compliqué à relever. D'autant que là, je vous ai parlé de la consommation en boutique, mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a la consommation hors boutique. Alors là, elle grignote des parts de marché à une vitesse fulgurante tous les ans. Donc il y a en plus de ça une conjoncture économique qui n'est pas très porteuse depuis 2 ans et qui fait que la consommation est un peu en berne. Donc c'est vraiment un défi qui est très difficile à relever. Malgré ça, le bilan qu'on peut afficher ce soir, c'est le bilan de 12 années vraiment d'investissement très fort sur le commerce. On a tenu les comptes très précisément des fermetures et des ouvertures de magasins sur la ville. Et le chiffre qu'on peut vous donner ce soir, qui a été encore vérifié il y a quelques minutes, et la liste est disponible évidemment en mairie, on a eu sur les 12 dernières années 192 ouvertures de commerce contre seulement 89 fermetures. C'est-à-dire que pour un commerce qui ferme, il y en a 2 qui ouvrent à peu près statistiquement. Pour faire ça, évidemment, on a mis en place une politique de soutien au commerce qui est quasiment unique en France, qui est d'ailleurs très souvent citée en exemple. Donc on a fait un certain nombre de choses. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas faites. Par exemple, on n'a pas embauché de managers de centre-ville. On a fait nous-mêmes les managers de centre-ville. Vous savez, c'est très à la mode d'en embaucher dans beaucoup de villes. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Je l'ai fait avec les adjoints qui se sont succédés en charge du commerce.
C'est-à-dire qu'on reçoit directement les porteurs de projets, on les épaule, on les conseille, on leur trouve souvent le local qui leur va bien. Et puis quand ils ont des difficultés à débloquer un prêt auprès des établissements bancaires, on va aussi voir les banques avec eux pour débloquer la situation. Donc ça, c'est un investissement personnel. Et je pense que le fait que nous, élus, on ait été nous-mêmes les managers de centre-ville, je pense que c'est aussi une des raisons de ces chiffres qui sont très positifs. Et puis il y a évidemment toutes les aides directes qu'on a pu mettre en place sur ces années, qui sont particulièrement importantes. Donc aide au démarrage, aide à la reprise, aide à l'enseigne, aide à la sécurité, aide aux façades, communication, appui dans le magazine municipal et sur nos réseaux sociaux, et qui font qu'aujourd'hui, donc Mazamet est cité un exemple, et qu'on peut être fier du tissu commerçant qu'on a sur notre ville. Je vous invite à aller voir, si vous vous promenez en France, des villes de 10 000 habitants, regardez ce qui se passe dans ces villes, regardez ce qu'on retrouve comme commerce, et surtout ce qu'on ne retrouve plus. On s'en sort plutôt très bien, et il y a le lot des villes de la taille de Mazamet aujourd'hui, à beaucoup d'endroits en France, c'est qu'il ne reste plus de commerce traditionnel, quasiment plus de commerce traditionnel quand vous allez dans le cœur de ville. On en est très très loin à Mazamet, heureusement, et c'est grâce à cette politique très volontariste qu'on a eue, et puis bien sûr, et j'en profite pour, je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont là ce soir et certains qui vont nous rejoindre dans quelques minutes pour souligner aussi le dynamisme et le courage aussi entrepreneurial des commerçants, parce que dans un contexte aussi et des vents qui sont aussi contraires et avec la masse de réglementation, de taxes et de charges qu'ont à payer les petits commerçants en rapport du chiffre d'affaires qu'ils peuvent réaliser, il est évident qu'il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour se lancer dans le commerce. Donc il faut vraiment les remercier, les féliciter. Ils peuvent compter sur nous pour évidemment continuer à les épauler le plus possible. Alors on va poursuivre cet effort plus que jamais, et on va aussi travailler sur un axe qui est de booster, d'amener de la fréquentation supplémentaire sur le cœur de ville le samedi après-midi. On pense qu'il y a un enjeu là-dessus, et donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place dès la fin du marché, en gros du samedi matin, des animations pour garder le flux des gens qui sont en ville. Il y a beaucoup de monde le samedi matin sur le marché, et pour amener, donc pour les garder en cœur de ville en début d'après-midi, et pour amener aussi sur le samedi après-midi des clients potentiels pour les boutiques, et donc avec une politique d'animation qui sera vraiment ciblée sur le samedi après-midi pour ramener le flux sur le cœur de ville. Là aussi, j'en reviens au 85-15, le flux il est à 85% dans les zones commerciales. L'idée c'est d'arriver à grappiller quelques points, 15, 20, 25% pour les ramener sur le cœur de ville. Donc ça fera partie des axes sur lesquels on va travailler dans les mois qui viennent. On va aussi, et ça me permet de faire la transition avec les animations, évidemment continuer avec toutes celles qu'on a créées. On a essayé de faire des animations sur Mazamet qui sont des animations différenciantes. On essaie de faire des choses qui n'existent pas ailleurs. Quand on fait le festival des fanfares, il n'y en a pas beaucoup, ni même dans le sud-ouest. Quand on fait la fête du Melsa, là on est les seuls à la faire. Vous voyez, ce sont des animations qu'on veut un peu différenciantes de ce qui se fait ailleurs, et on essaiera toujours de trouver des thématiques qui ne sont pas forcément exploitées, parce qu'il faut que ce soit différenciant, et il faut aussi que ces animations aient du sens, qu'elles collent finalement à nos traditions, à notre culture, à notre identité, à nos festivités traditionnelles. Et donc ça fait partie des axes sur lesquels on travaillera en termes d'animation, en prolongeant bien sûr toutes les animations que vous connaissez, que vous appréciez. On veille à ce qu'elles soient de qualité et populaires, un peu comme ce qu'on fait à l'espace Apollo, dans le domaine culturel, où on veille à avoir une programmation de spectacles vivants qui est très riche. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne le font pas encore régulièrement, à venir à l'espace Apollo. On a toujours à cœur de présenter ici à Mazamet les mêmes spectacles, les bons spectacles, les grands spectacles, les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les grandes villes, à Toulouse, à Montpellier ou à Paris. C'est vraiment sur ça qu'on a bâti la programmation de l'espace Apollo. Ça fonctionne bien, mais ça pourrait fonctionner encore mieux. Donc on vous invite vraiment à venir à l'espace Apollo. Et on va continuer là aussi, à côté de l'animation, dans le domaine culturel, à développer donc une politique de culture que moi j'assume comme étant populaire et de qualité, et avec, vous le verrez, des nouveautés aussi à l'espace Apollo dans les mois et les années.
La culture, ça passe aussi par le cinéma, c'est très important le cinéma. C'est aussi le cinéma, l'attractivité d'une ville, surtout quand c'est une ville-centre d'un bassin de vie comme Mazamet. Et sur ce mandat, on a réalisé avec la communauté d'agglomération donc 2 nouvelles salles de cinéma sur l'espace Apollo, qui fait qu'aujourd'hui on est passé de 2 à 4 salles. Et donc on est sur un petit multiplex. La volonté, ça a été là aussi de plutôt faire l'agrandissement à l'Apollo, plutôt que d'avoir un complexe qui se serait trouvé en périphérie. On a fait encore une fois le choix du cœur de ville, c'est un choix qu'on assume, mais aujourd'hui on a pérennisé, peut-être même sauvé l'activité cinéma sur Mazamet grâce à ces 2 salles supplémentaires sur l'espace Apollo. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir pu pratiquer ces nouvelles salles et à voir qu'elles sont particulièrement agréables et confortables. Et qu'on a aujourd'hui sur la ville une offre en termes de projection, de cinéma, de séance qui est particulièrement attractive, diversifiée et qui est à la hauteur de ce que doit être la ville capitale d'un bassin de vie comme l'est Mazamet. Dans le bilan, il y a bien sûr le tourisme, évidemment impossible de ne pas parler de la passerelle qui attire 120 000 visiteurs par an. C'est un succès qui est un succès phénoménal. Vous imaginez qu'on sera bientôt au millionième visiteur sur la passerelle, donc on aura évidemment l'occasion de le célébrer d'ici quelques mois, mais ça va très vite, à plus de 120 000 visiteurs par an. C'est un succès phénoménal. Ça a changé fondamentalement, au-delà de l'apport touristique et économique, ça a changé fondamentalement la perception qu'on peut avoir de Mazamet à l'extérieur. Ça a fait beaucoup de bien à l'image de la ville. Et on peut se satisfaire aussi du fait que la Via Ferrata et l'aire de camping-car, qui sont venus compléter l'offre dans ce secteur, fonctionnent aussi très bien, que ça fonctionne tout au long de l'année et que ça n'est pas que saisonnier, ce qui est quand même un point très positif, c'est qu'avoir du flux de visiteurs, de touristes tout au long de l'année et pas l'avoir concentré que sur 2 mois, c'est quand même extrêmement positif. Et les retombées, et ça vaut quand même le coup d'interroger les commerçants qui travaillent dans la restauration, dans les métiers de bouche, dans les hébergements, et ils vous diront à quel point la passerelle a évidemment beaucoup amené. Et d'ailleurs, si vous les interrogez, vous pouvez les interroger à Mazamet, mais vous pouvez interroger largement autour. Et pour me promener régulièrement dans le sud du Tarn, je peux vous garantir que les retombées de la passerelle vont bien au-delà de la ville de Mazamet. Dans le tourisme, vous allez voir, vous comprenez que je vais lier bilan et projet forcément, parce que c'est compliqué de dissocier l'un de l'autre. Ça me permet de vous dire ce soir qu'on apporte notre soutien à un projet de création d'un nouvel hôtel sur la commune située au niveau de l'ancienne ferme de la Molière. Nous avons fait l'acquisition de ce bâtiment qui est aujourd'hui, pour tout dire, en très mauvais état, mais l'objectif c'était de pouvoir être maître du foncier, pouvoir rétrocéder, si tout se passe bien et si tout va bien d'ici quelques mois, à des porteurs de projets, cet espace-là pour la construction d'un nouvel hôtel qui sera un très bel équipement, un peu plus d'une quarantaine de chambres, avec un projet qui sera vraiment très qualitatif et qui viendra donc compléter l'offre touristique et l'offre d'hébergement sur la ville. Ce projet d'hôtel, c'est un vieux dossier, c'est un vieux serpent de mer qui est souvent évoqué. On a des contacts très sérieux, très avancés avec des investisseurs locaux pour la réalisation de ce projet et ce sera un vrai progrès sur le territoire mazamétain. Dans le bilan, il y a évidemment la proximité. Ça c'est un peu la base de notre action depuis 12 ans, la proximité, la vraie. Alors pas celle qui consiste la main sur le cœur et des trémolos dans la voix à se montrer 3 mois avant les élections en faisant de grandes tirades. Si, je vous garantis, ça existe. Toute ressemblance avec des candidats sur certaines communes étant challengés par des listes d'opposition très dynamiques n'est pas fortuite. Voilà, donc je fais une petite allusion et un petit clin d'œil et j'en profite. Alors je vais le faire tout de suite pour avoir un clin d'œil ce soir en parlant de proximité à quelqu'un qui est dans l'assistance ici, qui s'appelle Viviane Lacroix, qui est tête de liste sur la commune d'Aigues-Fondes. Vous pouvez l'applaudir, Viviane. Maintenant, parce que comme je suis sur le chapitre de la proximité, de la présence, je dis ce soir aux Aigues-Fondées qu'ils ont la chance et l'opportunité d'élire dans quelques semaines un nouveau maire, un maire qui sera proche d'eux, qui les écoutera, un maire qui les recevra, qui répondra
à leur message, à leurs questions, qui sera présent et accessible. Donc s'il y a des aigues-fondaises et des aigues-fondées dans la salle, et puis il y en a qui suivront la retransmission qu'on mettra sur les réseaux sociaux, je leur dis le message, ne manquez pas cette chance le 15 mars prochain. Voilà, bonne chance Didier, bon courage. La proximité, nous on l'a fait pour de bon. Réunion de quartier, une fois par semaine, au moins une fois par an dans chaque quartier. Je reçois personnellement, vous êtes beaucoup à être venus dans mon bureau en mairie quasi quotidiennement. On essaie de répondre le plus vite possible aux courriers, aux messages manuels. Il y a beaucoup de messages qui ne sont pas en courrier, qui sont plutôt via les messageries des réseaux sociaux, donc j'y réponds aussi personnellement. Et puis on se déplace aussi évidemment sur le terrain dès que nécessaire. Mais cette proximité, c'est le pilier principal de notre politique depuis 12 ans. C'est vraiment un élément fondamental du lien de confiance, je crois, qu'on a pu tisser avec vous depuis ces années. Et évidemment, comptez sur moi, comptez sur l'ensemble de l'équipe pour faire perdurer sur le prochain mandat cette grande proximité. Ce soir donc, alors j'ai parlé un petit peu du bilan, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais on va aussi maintenant se projeter un peu plus dans l'avenir et vous détailler le projet qu'on va vous proposer sur ces 6 prochaines années. Alors, évidemment, il me sera difficile ce soir d'évoquer tous les points qui sont listés dans le programme que vous avez reçu. Vous les connaissez, vous avez pu en prendre connaissance, donc je ne vais pas pouvoir aborder tous les points. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, que je n'ai pas abordés dans mes propos, vous pourrez évidemment le faire après, puisqu'on aura un temps d'échange et de questions-réponses, et m'interpeller sur tel ou tel sujet que je n'aurais pas évoqué, ou évidemment s'il y a des questions sur les points que j'aurais abordés. Le programme qu'on vous propose pour cette prochaine mandature, donc 2026-2032, c'est un programme qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité. La sécurité, ça reste notre première priorité, et ce depuis toujours. Je vous rappelle qu'on a créé une police municipale en 2014, ça nous paraissait absolument indispensable. Et imaginez à quoi ressemblerait Mazamet aujourd'hui si on n'avait pas créé cette police municipale en 2014. Regardez depuis 12 ans quelle a été l'évolution de la société française. Moi j'appelle ça une dérive de la société française. Et donc face à cette évolution, c'était absolument indispensable d'avoir une police municipale et de faire un travail remarquable. Et j'en profite pour saluer les policiers municipaux. Et je salue d'ailleurs au passage tous les agents de la ville de Mazamet qui au quotidien œuvrent pour la qualité de vie dans la commune. La sécurité, c'est la première des libertés, c'est ce qui fait qu'une ville est agréable à fréquenter, c'est ce qui fait qu'une ville fait envie ou qu'on a envie de s'y installer. Et donc on va renforcer sur ce mandat les effectifs de police municipale. On va essayer d'embaucher régulièrement tous les ans tout au long de ce mandat. Il y a déjà la création d'un poste supplémentaire qui est en cours, il y a une offre d'emploi qui est parue il y a quelques jours. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir disposer des policiers municipaux sur des plages horaires étendues, d'avoir des patrouilles sur des secteurs géographiques, pourquoi pas plusieurs secteurs géographiques en même temps, et donc d'avoir une présence de police municipale accrue sur l'ensemble de la commune et sur des plages horaires étendues. Je pense que c'est absolument indispensable et fondamental. Encore une fois, quand on regarde ce qu'est le contexte sécuritaire au niveau national. On va aussi s'appuyer sur quelque chose qu'on a beaucoup développé, qui est évidemment le réseau des caméras de vidéosurveillance. Il y avait une dizaine de caméras, il y en a une quarantaine aujourd'hui, et l'objectif c'est d'arriver à une 60aine de caméras d'ici la fin du mandat. Il y a encore des secteurs qui devraient être couverts qui ne le sont pas, je pense notamment au jardin des promenades, mais il y en aura probablement d'autres, et on va encore continuer à étoffer ce réseau de caméras qui est extrêmement utile. D'abord, il est dissuasif, parce que c'est vrai que les délinquants n'aiment pas trop quand même être filmés et être sous le regard des caméras. D'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps, ils nous en cassent une d'eux. C'est aussi très utile pour les enquêtes, pour l'élucidation des enquêtes de police et de gendarmerie. Et on est sollicité quasi quotidiennement par les forces de l'ordre pour pouvoir retrouver des images. Et ça a permis d'élucider bon nombre d'affaires.
On va donc continuer cette présence sur le terrain, en partenariat bien sûr avec la police nationale, et les relations sont excellentes entre la police nationale et la police municipale. On travaille vraiment quotidiennement. Et puis on va continuer d'un point de vue sécurité. On a pris un certain nombre d'arrêtés. Vous avez vu qu'il y avait des arrêtés anti-regroupement, anti-consommation d'alcool sur la voie publique. Il y a voilà, toute une série d'arrêtés restrictifs qui ont pour objectif de maintenir la sécurité. Et il y a le mot de sécurité, moi j'aime bien employer le mot de sérénité, parce que je pense que ça correspond aussi à un besoin que vous exprimez très souvent. Et donc l'idée c'est vraiment de garantir cette sérénité. Donc il y a des arrêtés qui ont déjà été pris, et on va évidemment continuer à les mettre en œuvre, et s'il faut en prendre d'autres, évidemment on les prendra. On continuera les contrôles par rapport à ces arrêtés, puis aussi les contrôles avec une tolérance zéro vis-à-vis des commerces fauteurs de troubles, des conducteurs de voitures ou de deux roues qui font n'importe quoi le soir ou qui roulent à des vitesses incroyables en ville. Et puis, donc, on va aussi continuer à lutter contre ce que j'appelle un peu tous les faux commerces. Alors, il ne faut pas généraliser sur certains types de commerces, mais c'est pas moi qui l'invente, il y a maintenant des études nationales qui le disent. On sait qu'il y a un certain type de commerce qui, souvent, sont des vitrines légales, mais d'activités qui ne sont pas vraiment légales. Alors, vous avez beaucoup d'épiceries de nuit, certains salons de thé, des bars à chicha, etc. Bon, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Il peut y avoir des établissements sérieux dans ce type d'établissement, mais ça crée souvent des problèmes. Et donc, on est très vigilant par rapport à ça. Vous avez vu qu'il y avait eu un certain nombre de fermetures administratives ces derniers temps. Et donc, on continuera cette politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces pseudo-commerces. Ces pseudo-commerces, voilà, je vous le dis ce soir, je crois qu'on l'a écrit dans le programme, mais ces pseudo-commerces, ils ne sont pas les bienvenus à Mazamet. Voilà. Il faut vraiment en être conscient, et on continuera à être très vigilant avec les petits moyens que la loi nous donne, parce que la loi, elle est quand même assez restrictive, et elle ne donne pas encore, à mon avis, suffisamment de pouvoir aux maires pour qu'on puisse agir. Dans ce contexte-là, il faut quand même se redire que Mazamet n'est pas une île, hein, on est en France, et la France connaît globalement aujourd'hui de grands problèmes d'insécurité. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les villes voisines du Tarn, à Castres ou à Albi, ou même dans certains villages. Donc, le bilan, moi je pense qu'il est positif, mais il ne peut être que relatif et relativisé par rapport à la situation que connaît notre pays. Et si on regarde encore une fois ce qui se passe ailleurs, on peut quand même dire que Mazamet est une ville qui reste préservée. On compte bien faire en sorte qu'elle reste préservée. Et il y a des chiffres quand même qui parlent, qui sont objectifs, qui sont consultables, hein, les chiffres des circonscriptions de police. On est pour l'instant la seule ville de plus de 10 000 habitants dans le département où la délinquance a baissé. Donc on peut quand même se satisfaire de ce résultat. Encore une fois, quand on est confronté, comme vous avez pu l'être ou vous pouvez l'être, à des faits de délinquance, c'est difficile à entendre. On est quand même relativement préservé. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais on évolue dans un contexte national qui est quand même devenu très compliqué, et donc on essaiera en tout cas de faire le maximum sur ce sujet de la sécurité. Le deuxième pilier de ce programme, ce sont les impôts. Alors ça, c'est un sujet, j'en entends parler très souvent, quasi quotidiennement, et on me dit les impôts, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors c'est vrai, mais ça ne dépend pas forcément que de nous. D'abord, on va resituer les choses dans un contexte historique. La taxe foncière à Mazamet, le niveau de taxe foncière à Mazamet, et historiquement, depuis plus de 30 ans, à peu près au même niveau, si vous regardez les classements, que les 5 autres grandes villes du département, c'est-à-dire Albi, Castres, Lavore, Gaillac et Groyer. Donc c'est pas nouveau, si vous prenez le classement, il est à peu près le même depuis 30 ans. Donc si vous voulez, sur le temps long, c'est des choses qui n'évoluent pas, en tout cas les ratios entre les différentes communes évoluent assez peu. Nous, au global, sur 12 ans, on n'a pas changé grand-chose. On a fait une augmentation il y a 2 ans. On l'a expliqué, j'ai souvent dit qu'on l'avait fait à regret contraint parce qu'on était sur un effet ciseau lié à l'augmentation des prix de l'énergie qui avait considérablement impacté le budget communal.
Mais vous connaissez ma philosophie. Moi, ma philosophie, c'est quand même, je suis plutôt favorable à ce que les particuliers, comme les entreprises, aient une pression fiscale qui soit la moins élevée possible. Donc, on fait à Mazamet avec une structure de budget qui est héritée du fait que Mazamet est une ville-centre. C'est une ville qui porte la centralité d'un bassin de vie, et les villes que je vous ai citées, qui ont à peu près les mêmes taux d'imposition que Mazamet, Albi, Castres, Groyer, Gaillac, Lavore, sont aussi des villes qui sont des villes-centres de leur bassin de vie. Donc quand on compare les niveaux d'imposition, il faut comparer ce qui est comparable, et comparer des villes qui ont à peu près les mêmes fonctions de centralité. Alors, cette centralité, elle pèse sur le budget de la ville de Mazamet, même si depuis des années, vous allez me dire, mais vous avez transféré un certain nombre d'équipements à la communauté d'agglomération. Ça a allégé les finances. C'est pas si simple que ça, parce que quand on transfère un équipement à la communauté d'agglomération, au moment où vous transférez l'équipement, on prend la somme que ça coûte à la commune, et ensuite la communauté d'agglomération vous réclame cette somme tous les ans, ad vitam aeternam. Voilà. Donc vous continuez à payer, nous continuons, les Mazamétains, à payer pour ces infrastructures, même si elles ont été transférées à la communauté d'agglomération. Si je prends la piscine, si je prends l'espace Apollo, si je prends la médiathèque, ces transferts coûtent encore quasiment 1 million d'euros par an à la commune de Mazamet. C'était le montant que ça coûtait au moment où ça a été transféré. Le différentiel de coûts, les coûts ont toujours tendance à augmenter, c'est rare qu'ils baissent. Évidemment, c'est la communauté d'agglomération, de façon mutualisée, qui les a pris depuis. Mais sachez que le budget de Mazamet, il y a à peu près encore 1 million d'euros par an de retenue sur le budget de Mazamet pour ces équipements qu'on porte parce que Mazamet était la ville-centre. Et ça explique aussi les taux d'imposition. Quand je vous parle d'Albi, Castres, Groyer, Lavore, Gaillac, vous regardez, c'est des communes qui sont aussi ville-centre et qui ont aussi ces questions de centralité. Donc on fait avec ce contexte-là, mais on a beaucoup travaillé sur le budget, on a une gestion qui est la plus rigoureuse possible, et donc on a pour objectif de baisser la taxe foncière régulièrement sur le mandat qui s'amorce, et donc je peux vous faire dès ce soir une annonce très précise et très concrète. Et là, c'est une annonce que je vous fais en exclusivité, puisqu'elle n'était pas précisée de façon chiffrée dans le programme que vous avez reçu. Et donc, je peux vous annoncer dès ce soir que le taux de foncier bâti baissera de 1,5% dès cette année à Mazamet. Donc ça, c'est toute une bonne nouvelle. C'est plus que la hausse qui est décidée par l'État, puisque vous savez que l'État... Alors, ce qui a fait l'augmentation ces dernières années, c'est quand même, on prend notre part de ce qu'on a fait, mais c'est l'État qui augmente les bases régulièrement. Donc la baisse du taux qu'on fera cette année, elle est supérieure à la hausse des bases que fera l'État. Donc vous verrez une diminution du montant de votre taxe foncière, et on répétera cette opération tout au long de ce mandat. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte que si on prend ce fameux classement des 5-6 grandes villes du département du Tarn, on soit au bout des 6 ans la moins chère de ces 6 grandes villes en termes d'impôts fonciers. Et donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé, qu'on s'est assigné, et ça nous permettra aussi, en atteignant cet objectif, de se rapprocher des taux d'imposition qu'on peut trouver sur les communes qui se situent aux alentours immédiats de Mazamet. Le troisième pilier de ce programme, et c'est vraiment le point le plus important de ce projet, c'est la voirie et les trottoirs. J'en reviens à la place centrale qu'occupe Mazamet dans le bassin de vie. Une avenue à Mazamet, elle s'use plus qu'ailleurs. Alors vous allez me dire, comment vous expliquez ça? Tout simplement parce qu'on est une ville-centre et que Mazamet a un trafic routier, un trafic de voitures qui est beaucoup plus important que des communes qui peuvent se trouver à la périphérie. Il est évident qu'une rue à Mazamet, elle a de très fortes chances d'avoir un trafic de voitures beaucoup plus important qu'une impasse pavillonnaire dans une commune périphérique où vous avez 20 maisons et où en gros vous avez 20 voitures qui passent partout. À Mazamet, nos voiries sont beaucoup plus sollicitées parce qu'on porte aussi la centralité et parce qu'on a eu aussi plus récemment des déviations qui ont ramené beaucoup de poids lourds sur la commune et il faut ajouter aussi à cela des conditions météo depuis quelques mois qui sont quand même très pénalisantes pour l'état des chaussées.
Alors on a fait un certain nombre de voiries sur ce mandat. On a fait la rue Méjanel, la rue du Champ de l'Asile, la rue Bertalaï, la rue Louise de Marillac. Bon, il faut continuer. Je suis conscient que c'est un effort qui était peut-être pas suffisant, donc on va vraiment l'intensifier. Et l'objectif sur le mandat, c'est de pouvoir déployer plus de 8 millions d'euros uniquement sur les voiries et surtout de faire de ce sujet des voiries et des trottoirs une vraie priorité. Et quand je dis une vraie priorité, ça veut dire quitte à sacrifier, entre guillemets, certains autres projets qu'on a mis dans le programme, qui sont des grands projets, comme le réaménagement, par exemple, autour de l'espace Apollo. Si on n'a pas bouclé le programme de voirie, parce qu'on n'a pas les marges budgétaires pour faire le réaménagement autour de l'espace Apollo, ben on ne fera pas le réaménagement autour de l'espace Apollo, on fera d'abord les voiries, parce que c'est vraiment la priorité qu'on s'est assignée, voiries et trottoirs, pour vraiment améliorer ce cadre de vie. On essaiera de faire porter l'effort évidemment sur l'ensemble de la commune, que ce soit donc la ville, les hameaux, les écarts, et pour que vraiment au bout de 6 ans on se rende compte du changement qu'on a sur la qualité de nos voiries, de nos trottoirs sur la commune. Voilà. Donc souvent on me demande si ça roule à Mazamet, je réponds que ça va rouler. Voilà. Alors, quand on parle de voirie, ça me permet de faire la liaison aussi avec les questions de désenclavement routier. C'est pas tout à fait la même chose. La voirie en ville, c'est plutôt du quotidien. Le désenclavement routier, c'est la stratégie du territoire et l'avenir sur le long terme du territoire. Et c'est évidemment un point qui est tout à fait important, améliorer ce cadre de vie. On essaiera de faire porter l'effort évidemment sur l'ensemble de la commune, que ce soit donc la ville, les hameaux, les écarts, et pour que vraiment au bout de 6 ans on se rende compte du changement qu'on a sur la qualité de nos voiries, de nos trottoirs sur la commune. Voilà. Donc souvent on me demande si ça roule à Mazamet, je réponds que ça va rouler. Voilà. Alors, quand on parle de voirie, ça me permet de faire la liaison aussi avec les questions de désenclavement routier. C'est pas tout à fait la même chose. La voirie en ville, c'est plutôt du quotidien. Le désenclavement routier, c'est la stratégie du territoire et l'avenir sur le long terme du territoire. Et c'est évidemment un point qui est tout à fait important. Vous connaissez mon engagement pour la réalisation de l'autoroute A69. Je pense qu'on tient le bon bout, et je redis encore, comme j'ai souvent l'habitude de dire dans les réunions de quartier, que pour la première fois de son histoire, dans quelques mois, Mazamet sera à 15 minutes d'un échangeur autoroutier. Voilà, ça va quand même changer beaucoup les choses. D'autant qu'une fois que l'autoroute A69 sera en service, le département du Tarn a programmé un certain nombre d'aménagements entre La Bruyère et Mazamet. Sur Mazamet, il y a le fameux carrefour des Bosses, le fameux grand giratoire qui fera sauter les feux, je reconnais, assez pénibles qu'on a au niveau de ce carrefour. Et puis il y aura le contournement d'Ossillon et les aménagements entre Saint-Alby et La Bruyère, qui est un axe qui est totalement saturé aux heures de pointe. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'empruntent quotidiennement. Et c'est vrai que c'est un gros travail, au-delà de la sécurité d'ailleurs, parce que c'est un axe très accidentogène avec des passages à niveau, etc. Et donc le département a déjà planifié ces travaux, qui seront d'ailleurs aussi cofinancés par la Com d'Aglo et par l'État, qui en transférant ce bout de route, puisque c'est un morceau de route État que l'État transférera au département, et l'État, en transférant, donnera une soulte donc, pour permettre ces aménagements. Donc ça, c'est déjà fléché. On va évidemment veiller à ce que ça soit réalisé le plus rapidement possible dès que l'autoroute sera mise en service. Et puis après, il y aura le combat pour le désenclavement vers la Méditerranée. C'est un sujet qui m'est cher depuis toujours. Et donc, il était difficile de plaider, tant qu'on était sur le combat pour l'autoroute A69, c'était difficile de courir de chevaux à la fois, en quelque sorte. Très difficile d'argumenter alors qu'on avait ce combat qui, vous avez vu, qui a été très difficile d'argumenter pour le désenclavement vers Béziers. Là maintenant on va pouvoir passer à ce deuxième volet, parce qu'il est évident que la destinée de Mazamet, mais globalement du territoire à Castres-Mazamet, c'est d'être à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier, et il est évident que cette liaison Toulouse-Castres-Mazamet, elle doit être prolongée vers Béziers, vers la Méditerranée,
vers l'axe rhodanien, où on sait que l'essentiel du développement économique et démographique européen se fait le long de ce couloir, axe rhodanien, l'axe méditerranéen. Il y a beaucoup d'entreprises de la région mazamétaine qui travaillent avec les ports de la Méditerranée, donc c'est évidemment une priorité. Comptez sur moi pour défendre ce désenclavement et ces aménagements vers la Méditerranée dans les 6 années qui viennent. Dans notre projet, évidemment, comment ne pas parler de santé? Je sais que c'est une question qui est centrale et qui est quotidienne pour beaucoup d'entre vous. Alors là aussi, c'est un sujet, si on me passe l'expression, sur lequel on a pris le taureau par les cornes il y a déjà un bon moment. Ça fait déjà 6 ans, quasiment jour pour jour, qu'on a ouvert la maison de santé Simone Veil sur le boulevard Soult. Et qu'on a eu donc l'idée de salarier des médecins, parce qu'on savait qu'aujourd'hui c'était une façon d'amener des nouveaux médecins sur la ville et que ça correspondait finalement aux besoins et aux demandes, au mode de vie finalement des nouveaux diplômés. Donc on a, je crois, bien fait d'anticiper déjà il y a 6 ans avec cette maison de santé. Alors tout n'est pas parfait, évidemment. La maison de santé, elle a aujourd'hui 4000 patients en file active, ce qui est considérable. Là aussi, imaginez, si on ne l'avait pas fait, ça ferait 4000 patients de plus qui seraient sur le carreau. Donc malheureusement, elle ne peut pas absorber autant de patients qu'on le souhaiterait. Il y a parfois quelques problèmes au niveau de l'accueil qui nous sont remontés, on essaie de les résoudre avec la région, puisque vous savez qu'on est associé pour salarier les médecins avec le département et avec la région. Mais je crois que c'est vraiment un outil qui est extrêmement important. Et le fait de pouvoir aujourd'hui accueillir 4000 patients sur cette maison de santé, je crois que c'est quand même vraiment un atout très important pour le territoire. Donc on va évidemment continuer l'effort sur cette maison de santé Simone Veil. Après, avec la difficulté de recruter des médecins, mais on s'y attache et avec quand même des perspectives qui sont plutôt positives. Il y a les médecins salariés, puis il y a toujours, heureusement, la médecine libérale. Et donc on a travaillé finalement avec les professionnels de santé, un peu comme ce que je vous disais pour le commerce il y a quelques minutes. En fait, on a eu à peu près la même démarche, c'est-à-dire qu'on a reçu avec mes adjoints directement les professionnels de santé qui pouvaient être intéressés pour s'implanter sur le territoire. On les a reçus, on les a épaulés, on leur a montré l'immobilier sur la ville pour qu'ils connaissent, on leur a facilité les démarches administratives. Et donc, on a eu un certain nombre d'implantations, notamment dans le secteur dentaire, qui sont liées au fait qu'on a directement pu rencontrer les professionnels et qu'on continue à le faire. J'en ai vu encore la semaine dernière, notamment une jeune orthophoniste. J'espère qu'elle pourra mener son projet à bien et pouvoir s'installer sur Mazamet. Donc, c'est aussi un investissement personnel des élus pour trouver les contacts et pour faire venir des médecins libéraux. Alors, encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas suffisamment de médecins sur l'ensemble du territoire français. Donc entre élus, on tire une couverture qui n'est pas assez grande, hein, clairement. Donc il faut aussi avoir à l'esprit que quand on fait venir des médecins ici, ce sont souvent, sauf si c'est vraiment des nouveaux diplômés, c'est des médecins qu'on prend à d'autres territoires, alors soit dans le Tarn, soit beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est la règle aujourd'hui en France, puisque globalement il y a un déficit. Donc les territoires sont en concurrence, mais nous on se bat pour les intérêts des Mazamétaines et des Mazamétaines. Donc il y a cette politique d'accueil vraiment personnalisée des professionnels de santé. Et puis on a réussi à avoir et attirer sur Mazamet ce magnifique projet de centre médical privé situé au niveau du parc de la Molière. Donc le projet Ison Santé. Ça c'est un projet qui est vraiment un atout incroyable pour notre ville et plus largement pour notre bassin de vie, puisque c'est un projet sur lequel déjà aujourd'hui sont associés une dizaine de professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, qui ne sont pas ici, alors un est sur le secteur, mais les autres ne sont pas du secteur. C'est un projet très ambitieux, il est sur 3000 m². Architecturalement aussi, vous verrez qu'il y a une vraie ambition esthétique sur ce bâtiment. Donc moi je crois beaucoup à ce projet et globalement je crois que l'offre de santé elle doit être finalement un complément entre une offre publique qui est représentée par l'hôpital du Pays d'Autan, qui est quand même un pôle extrêmement important et on peut saluer quand même
le choix à l'époque, pas facile, hein, de Michel Bourguignon quand il a fallu dire on fait un seul hôpital avec Castres, on le fait au milieu entre Castres et Mazamet. Le maire de Castres aussi, c'était pas facile pour lui à l'époque, mais ils ont fait un choix qui était un choix d'avenir, clairement. On n'aurait pas tenu, regardez ce qui se passe ailleurs, on n'aurait pas gardé un hôpital sur Mazamet, 10 000 habitants, regardez comment ça se passe dans les villes de 10 000 habitants, et Castres aurait encore un vieil hôpital, un cœur de ville totalement saturé et obsolète. Il y a des territoires qui n'ont pas fait ces choix-là, ils sont dans la galère complète aujourd'hui. Nous, on a la chance d'avoir un hôpital intercommunal qui est de très bonne facture, avec un très bon niveau, qui est avec un vrai fonctionnement d'envergure, et c'est un vrai atout donc, de la santé publique, des médecins salariés et des médecins libéraux dans des structures privées, soit indépendants en cœur de ville. Alors, on a normalement des médecins généralistes qui vont arriver en cœur de ville d'ici quelques semaines, soit dans des structures plus importantes, comme le centre de santé à la Molière, qu'on a soutenu et auquel donc on a réservé une partie de terrain pour que ce projet puisse voir le jour. Tout ça est épaulé par les dispositifs, alors pour le coup nationaux dans lesquels on est inscrit, qui est le dispositif FRR. Je vous passe les différentes abréviations, mais en gros, les professionnels de santé qui viennent s'implanter sur Mazamet bénéficient d'une prime à l'installation et d'exonération fiscale très importante lors de leur implantation. Donc c'est un atout, ça ne fait pas tout, mais lorsqu'il y a des décisions qui sont en balance, ben souvent ça fait pencher la balance en faveur de Mazamet. Donc c'est bien qu'on puisse s'intégrer dans ce dispositif. Et puis, on essaiera aussi de développer des partenariats avec des étudiants. Alors pour l'instant, on n'a pas réussi à flécher des étudiants qui pourraient être intéressés par ce dispositif. Mais l'idée, c'est de pouvoir verser une aide, des bourses en fait, supplémentaires à ces étudiants, en contrepartie de quoi ils accepteraient de venir pratiquer à l'issue de leurs études pendant 2 ou 3 ans sur Mazamet. Donc on essaie d'identifier des étudiants qui sont en médecine, qui pourraient être intéressés par ce dispositif. Donc on met tous les moyens de notre côté. Encore une fois, on agit dans un contexte national qui est contraire, mais on essaie de mettre vraiment tous les atouts de notre côté pour maintenir le plus possible cette démographie médicale. Voilà pour quelques-uns des grands projets qui touchent vraiment à votre vie quotidienne. Dans ce qui est très important aussi, dans ce qu'on a présenté donc, sur le programme que vous avez reçu, il y a des propositions pour les écoles. On fait le constat qu'on a des groupes, certains groupes scolaires qui sont quand même assez vétustes, alors on fait des travaux, on fait de l'entretien, nos services interviennent quotidiennement, mais il y a le poids de l'histoire qui fait que ce sont des groupes très anciens et qu'ils n'offrent peut-être pas le confort, les commodités qu'on peut avoir aujourd'hui dans des groupes scolaires neufs qui sont sortis de terre. Vous en avez sûrement peut-être vu, il y a un très bon exemple à Roussillon, ou dans des communes voisines. Et donc c'est vrai qu'on veut entamer la réflexion sur le regroupement peut-être de certaines écoles du centre-ville sur un nouveau bâtiment, donc soit sur un terrain nu, pas toujours évident à trouver, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de foncier disponible à Mazamet, soit en réhabilitant complètement un des établissements du centre-ville où on aurait beaucoup d'espace. Je pense à l'école du Gravas, puisque c'est là où on a le plus de capacité de superficie, et où on pourrait faire quelque chose de neuf et amener vraiment quelque chose de très bien à la fois pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les personnels qui travaillent dans les écoles. Je pense qu'on a besoin, moi j'en suis persuadé, de ce groupe scolaire neuf, vraiment quelque chose de nouveau, de novateur sur le centre-ville. Je pense que l'entretien qu'on fait, encore une fois, le plus scrupuleusement possible des établissements scolaires existants sur le centre-ville, à un moment il atteint ses limites et je pense qu'à un moment il faudra faire aussi du neuf. Alors du neuf, encore une fois, ça peut se faire sur un terrain nu, mais ça peut aussi se faire en réhabilitant, en reprenant complètement un bâtiment existant qui peut aussi être une emprise foncière intéressante et suffisante pour ce type de projet. Donc on va lancer la réflexion en concertation évidemment avec les enseignants, avec les parents d'élèves pour pouvoir avancer. Du sport aussi, beaucoup de sport dans ce projet, dans ce programme. En termes d'équipement sportif, on est déjà bien sur Mazamet. On sera très bien si, une fois qu'on aura fait ce qu'on veut faire,
Il y a un terrain synthétique qui va voir le jour au parc de la Molière. Alors c'est plus qu'un terrain synthétique, ça sert à récupérer les terrains de la Lose qui vont servir à l'entreprise Menguise pour son extension. Donc c'était une demande des clubs sportifs. On se rend compte, parce que là aussi on a eu quand même pas mal de critiques, on se rend compte avec la météo qui fait cette année qu'on serait bien content de l'avoir quand même, le synthétique. Donc en hiver c'est quand même extrêmement utile. C'est plus qu'un terrain, c'est un vrai complexe sportif qui verra le jour au parc de la Molière. L'appel d'offres va être lancé d'ici quelques jours, puisqu'on aura le terrain synthétique, des tribunes, des vestiaires, une salle de visionnage et un espace de convivialité. Donc c'est vraiment un endroit magnifique. Ça sera vraiment un très très beau complexe sportif et je pense qu'il sera hyper utilisé, hyper apprécié par les footballeurs et les rugbyman. Et encore une fois, quand on voit les conditions météo, on se rend compte que ce ne sera pas du superflu. Donc ça c'est vraiment un très bel équipement qui va commencer à sortir de terre là très rapidement avant l'été. On va aussi répondre au niveau des sports à une demande très forte qui sont d'avoir des terrains de paddle sur Mazamet. On en a beaucoup entendu parler. Il y a un terrain aujourd'hui qui est sur le Mazametain qui est sur Pont de l'Arne. Il est très largement saturé et donc il faut faire quelque chose. On y travaille avec le tennis club et donc là aussi c'est un projet qui, on l'espère, verra le jour assez rapidement, permettra de construire 5 terrains de paddle au niveau du tennis club et les travaux devraient pouvoir s'engager assez rapidement. Il faut savoir que ce sont des équipements qui sont très largement financés à la fois par la couverture en photovoltaïque et ensuite par les loyers que sera amené à verser le club à la ville, puisqu'on est sur des emprises de la ville, sachant que les utilisateurs des cours de paddle paient à chaque fois qu'ils utilisent le cours. Donc en fait c'est un investissement qui s'amortit assez facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veillera à ce que les tarifs restent des tarifs accessibles à tout le monde. L'idée c'est pas d'avoir, parce qu'il y a des endroits, si vous jouez au paddle, c'est très très cher. Donc on va essayer d'avoir des tarifs qui sont accessibles à tout le monde et de réserver des créneaux avec le club de tennis à la formation, aussi à l'apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on souhaite pour que vraiment ce soit un projet qui serve l'intérêt général. Et à propos de cofinancement, je ne vous l'ai pas dit, mais sur le terrain synthétique à la Molière, on a des cofinancements escomptés qui sont très importants, qui sont à plus de 65%. Donc c'est un projet qui est très largement cofinancé et qui est bien subventionné. Dans le sport, on refera une aire de skatepark, alors soit sur place, soit au parc de Bonnecombe, et on installera aussi à Bonnecombe une aire de pump track. Voilà. Donc au niveau sport, on sera une ville vivante et aussi une ville en forme. Et puis on va créer un pass sport pour les enfants donc, qui sont scolarisés en primaire. On a eu beaucoup de remontées des clubs sportifs suite à la suppression par l'État du pass sport pour les enfants. En fait, aujourd'hui, le pass sport national, il est réservé aux adolescents. En fait, les collégiens sont couverts quand même par le département qui a un dispositif. Et pour les enfants scolarisés en primaire, il n'y a plus de pass sport. Donc, on va en créer un au niveau municipal et ça permettra donc de favoriser la pratique du sport chez les 6-10 ans sur la commune, sachant que les clubs sportifs ont vraiment vu une baisse de fréquentation du moment où ce pass sport a été supprimé ou en tout cas limité par l'État. Donc on a aussi écouté et entendu cette demande. Dans nos projets, des projets dans le domaine social, alors je tiens à en parler parce que on fait du social. Parfois, quand vous m'écoutez ou me lisez, ça peut surprendre, mais on fait du social, mais on fait du social juste et pour les gens qui en ont réellement besoin dans Mazamet. Donc on le revendique et on ne fait pas l'assistanat. Hein, voilà. On a dans notre programme un soutien fort à la MJC et au centre social de la Lose. Il faut savoir que ce sont des structures extrêmement importantes. Le centre social aujourd'hui, il est victime d'un désengagement de la CAF qui historiquement a été très présente et puis qui chaque année, quand les gens partent à la retraite, en fait, ne les remplace plus. Quoi. Donc forcément, si vous voulez remettre du personnel, qui c'est qui paye, ben forcément c'est la collectivité, sinon on ne peut pas continuer. Ce centre social, il accueille plus d'1 millier de personnes qui le fréquentent régulièrement et donc on va
continuer notre soutien à cette structure-là pour qu'elle perdure sur ce quartier de la Loze, parce qu'il y a du bon boulot qui est fait, et ça va de pair avec le soutien à la MJC, puisque la MJC et le centre social sont en fait aujourd'hui regroupés dans une même structure, et la MJC elle porte aussi toute la politique d'éducation populaire, de prévention qu'on a sur la ville, avec des choses qui sont faites vraiment de façon très remarquable et de façon très cohérente, et donc on manifeste encore ce soutien, et je le dis malgré le désengagement de la CAF, qui est quand même un désengagement massif depuis quelques années. Et puis on a aussi voulu penser à nos aînés, qui parfois sont dans de très grandes difficultés pour remplir des papiers, faire des formalités administratives, et on a des personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées sur la commune, et qui sont en grande galère par rapport à tout ce formalisme administratif. Et donc ça c'est une suggestion qui a été faite par les conseillers municipaux, les actuels et peut-être les futurs, qui est de dire on va, nous, conseillers municipaux, monter une cellule et on donnera de notre temps, bénévolement, quelques heures par semaine pour aller aider les personnes âgées à faire leurs formalités administratives. Voilà, donc on mettra ça en place et on devrait pouvoir le faire assez rapidement, et je suis sûr que ce sera un grand service qui sera rendu aux personnes âgées isolées sur notre ville. Voilà. Donc vous voyez, c'est aussi la solidarité qui s'exerce sur la ville, et directement de la solidarité exercée par les conseillers municipaux. Dans les... Un volet très important aussi que je veux aborder, c'est les questions d'environnement et de végétalisation de la ville. Vous savez que Mazamet est une ville pionnière, puisqu'on a signé une convention pour ça avec la Banque des Territoires. On est la première ville en France à avoir signé une convention dans ce domaine, de même qu'on avait été la première ville en France à signer avec la Banque des Territoires une convention pour mieux isoler les bâtiments publics, parce qu'en fait il y a l'énergie qu'on consomme, et puis il y a la priorité qui est la végétalisation du parking du Limay. C'est un espace que vous utilisez toutes et tous, il est central, c'est le plus grand parking gratuit, parce qu'à Mazamet les parkings sont gratuits et ils le resteront, et c'est le plus grand espace central du cœur de ville, et il est quand même très minéral, il est pas très esthétique quand même pour dire les choses, il est pratique, mais il n'est pas très esthétique. Donc l'idée, c'est de pouvoir le rénover, de l'arborer, sans toucher et sans limiter le nombre de places de stationnement, et de pouvoir donc en faire quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus végétalisé, ombragé en été, et si nos budgets le permettent, eh bien on pourra étendre ce même type de rénovation au parking de la Poste et au parking des casernes. Dans la trame verte de Mazamet, il y a aussi l'ouverture donc au public du parc du Pigné, qui est juste en face ici du Palais des Congrès, qui permettra donc de poursuivre l'aménagement de la liaison douce vélo-piéton à travers la ville. Ce sont des petits bouts qu'on est en train de recoller au fur et à mesure. Vous avez une partie traversante sur la nouvelle place Gambetta, où les piétons et les cycles sont prioritaires, et tout ça va faire une jointure qui partira en gros de la maison des associations et qui remontera jusqu'au parking de la passerelle. Donc on pourra traverser le parc du Pigné qui sera ouvert prochainement, et on a dans ce parc du Pigné un projet qui touche à l'identité de Mazamet, puisqu'on y présentera la plus grande collection de camélias de France. Il y aura 200 espèces de camélias qui seront présentées dans ce parc. On s'appuie sur Mazamet Patrimoine et sa branche, on va dire, environnement, et sur un pépiniériste maintenant à la retraite qui dispose sûrement du plus grand choix de plants de camélias en France, et qui va nous en faire don. Et donc ils vont normalement très bien s'acclimater dans le parc du Pigné, et donc vous pourrez, au-delà du fait que c'est un parc extrêmement agréable, vous promener et observer, admirer toutes ces espèces donc, de camélias qui sont emblématiques de la ville. Ce sera une attraction qui sera unique en France. Voilà, donc ce sera l'opération Mazamélia. Voilà, donc ça fera partie de nos actions. Vous voyez, ce sont des actions simples, des actions de bon sens, des actions pragmatiques. C'est ce que j'appelle l'écologie de bon sens. Alors ça, c'est un terme que les écologistes détestent en général. Quand je dis l'écologie de bon sens, ils n'aiment pas. Alors je vais quand même en profiter pour parler un peu des écologistes.
Sinon, ça n'aurait pas été... Sinon, ça n'aurait pas été marrant. Puisque vous avez vu que j'ai été interpellé il y a quelques jours par un groupuscule, alors un groupuscule anonyme, qui voulait en quelque sorte que je me prosterne devant leurs 5 propositions. Alors, c'était plus que des propositions, c'était plutôt des impositions, on va dire. Bon, moi, en général, quand une association m'écrit, il y a un président qui m'écrit avec son nom et sa signature. Jusque-là, rien d'anormal. Là, c'est un collectif, alors anonyme, donc vous avez un nom, Extinction Rebellion, et vous ne savez pas qui a écrit, qui a signé, il n'y a pas d'adresse, donc bon, voilà. Alors, ils nous disent qu'ils pratiquent la désobéissance civile. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. J'ai pu lire dans un hebdomadaire il y a quelques jours une question qui était de savoir si à Mazamet, la démocratie est en danger parce qu'il n'y aurait probablement qu'une seule liste aux élections municipales. Mais qui met la démocratie en danger? Pas nous. Nous, on fait notre travail sérieusement, consciencieusement et avec application. Qui met la démocratie en danger? Moi, je pense que ce sont eux, tous ces groupuscules prétendument écologistes, qui cachent en fait une idéologie très rouge, hein, au fond. Alors ils ont pour nom Extinction Rebellion, le groupe de surveillance des arbres, Vallée du Torrent Environnement, etc. Donc, ce sont les amis des artistes de la 69, donc ça manifeste, ça pétitionne, ça bloque, ça grimpe, ça écrit des courriers mensongers, truffés d'erreurs dans mon dos aux élus ou aux préfets. Leurs amis, pour égayer leur week-end, agressent les forces de l'ordre. Ça conteste systématiquement la légitimité des élus. Vous avez vu, on s'est fait critiquer sur tous les projets qu'il y a pu y avoir. À l'époque, le projet de Syrie, l'extension de Menguise, le centre de santé, le terrain synthétique, sur nos budgets, sur la place Gambetta qui était trop minérale, qui n'était pas assez écolo, je ne sais quoi. J'ai été traité de ringard, de climato-sceptique. Ringard pour ça, on est pour le développement de l'industrie. Vous imaginez, on est les derniers des ringards. Le développement de l'industrie, de climato-sceptique, de bonimenteurs, etc., etc. Donc il y a tout ça. Il y a les courriers qui ne sont pas signés, il y a l'agitation, les banderoles, les pétitions sur Internet. Alors ça, les pétitions sur Internet, ça c'est quand même quelque chose. Soi-disant, donc, on nous met chaque fois, on nous renvoie, on nous dit, regardez, des dizaines de milliers de signatures contre vos projets, etc., etc. Donc il y a des dizaines de milliers de signatures, mais il n'y aurait pas 33 personnes pour monter une liste face à nous aux élections municipales. C'est quand même fou. Enfin, moi, je suis quand même très très surpris. Donc, je veux vraiment pointer ça ce soir, et moi je dis à ces mouvements qui sont plutôt des mouvements radicaux finalement plutôt que des mouvements environnementaux, s'ils ne sont pas capables de présenter une liste, il reste 7 jours, hein. Ils ont donc encore une semaine pour le faire, ils n'auront pas de légitimité, ils n'auront aucune légitimité sur les 6 années à venir. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire ce soir. Et puis si vous voulez, et c'est un peu, ça sera un peu ma conclusion ce soir. Ce qui nous différencie par rapport à ces groupuscules, c'est vraiment la vision qu'on a de l'avenir de Mazamet, de notre territoire. Moi, je ne me résigne pas à ce que Mazamet devienne une sorte de mouroir, une réserve indienne ou une réserve de ce que j'appelle les babas pas cool. Enfin, vous connaissez les babas cool, vous voyez à peu près ce que c'est. Aujourd'hui, on a les babas pas cool, donc c'est pareil, sauf qu'ils sont beaucoup plus violents et qui vont casser du gendarme le week-end sur la 69, sur la LGV, etc. Moi, je ne veux pas que Mazamet devienne un repère pour ces gens-là. Et je ne veux pas que Mazamet ressemble à certains secteurs de montagne qu'on peut avoir dans certains départements limitrophes. Non, moi je veux une ville, une vraie ville, cœur d'un bassin de vie, ville-centre d'une aire urbaine, même si on assume pleinement une ruralité et un espace de montagne, une ville qui doit garder son rang finalement. C'est ça qui sous-tend notre action depuis maintenant 12 ans. Donc une ville qui garde ses commerces, une ville qui garde ses services, son statut de ville. On parle souvent du seuil des 10 000 habitants. Donc vous voyez, on a, après des années de baisse, enfin des recensements à la hausse depuis 2 ans. Donc ça donne quand même aussi de l'espoir. Une ville qui garde son rang de ville-centre du 3e bassin de population du Tarn. L'aire urbaine mazamétaine, le bassin de vie mazamétain reste aujourd'hui encore, est aujourd'hui encore, le 3e bassin de vie en nombre d'habitants dans le département du Tarn. Il faut le rester, il faut l'accentuer. Une ville qui garde ses classes d'école, qui garde son développement. Une ville qui peut accueillir
Alors quand je dis une ville, un bassin qui peut accueillir des entreprises nouvelles et puis qui peut faire aussi que les entreprises locales puissent se développer et trouver l'espace pour pouvoir se développer. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour que le projet Menguise puisse se faire évidemment sur Mazamet. C'était extrêmement important d'avoir le développement de ce magnifique groupe sur notre ville. C'était un gage de pérennisation de l'existant et d'un développement fort, très important pour la suite. Mais pour cela, il faut de la place, il faut aussi des terrains. Alors ça ne s'oppose pas au fait de récupérer des bâtiments quand on peut, on l'a fait, s'il y a bien une ville qui a reconverti ses friches industrielles, c'est Mazamet, mais il faut aussi des nouveaux espaces et il faut pour ça pouvoir effectivement trouver un certain nombre d'espaces de développement sur le territoire de Mazamet et pourquoi pas aussi des communes environnantes. Mais c'est extrêmement important et tout ça, pour en revenir aux écolos, c'est pas antinomique avec le fait de développer de nouvelles exploitations agricoles sur Mazamet. D'ailleurs, on le fait. Il y a des jeunes qui se lancent dans la zone de montagne et on les soutient. On leur a facilité le PLU, la cession d'un certain nombre de terrains. Donc oui, on les soutient évidemment. Tout ça n'est pas antinomique. Il n'y a absolument d'ailleurs aucune raison d'opposer le développement économique, le développement industriel et le développement de l'agriculture sur notre commune. Il faut, en conclusion, se poser la question de se dire qu'aurait été Mazamet, vous imaginez s'il y avait eu ces collectifs, encore une fois, entre guillemets, écologistes, quand on a découvert le principe du délénage en 1853. Bon, c'était mort, hein. Je veux dire, là, ils nous auraient dit que ça n'allait pas, que ça polluait, qu'on ne pouvait pas mettre les usines là, etc., que les moutons, je ne sais pas quoi, bon bref, ça aurait été... il ne se serait rien passé. Mais sans aller sur le terrain de l'économie ou au niveau des infrastructures, imaginez si on avait eu pareil, ces fameux collectifs quand il a fallu faire le barrage des Saint-Pères ou le lac des Montagnès. Vous imaginez, on ne les aurait pas fait. Clairement, on ne les aurait pas fait aujourd'hui. Pourtant, ce sont des infrastructures qui sont vitales. Donc, il faut aussi se poser la question et de se demander pourquoi Mazamet a 10 000 habitants aujourd'hui et pourquoi on est encore une ville, un centre urbain et un centre de bassin de vie. Et se demander pourquoi, mais sur le long terme, là je dépasse largement le cadre des dernières années, pourquoi les gens sont venus s'installer finalement dans notre petite ville. À l'écart des grands axes de communication, en fond de vallée, pourquoi ils sont venus ici historiquement les gens et pourquoi il y a eu de la population à Mazamet, pourquoi on n'est pas un petit hameau de 1500 habitants en fond de vallée. Tout simplement parce qu'il y avait du boulot, parce qu'il y avait du travail, parce qu'il y avait des usines. Voilà, et c'est ce qui fait que les gens viennent s'installer à Mazamet. Si on veut des actifs, si on veut des couples avec des enfants, il faut du boulot, donc il faut des entreprises, donc il faut du développement économique. Et c'est ça vraiment qui sous-tend toute notre action, c'est d'avoir ce développement, d'avoir ce niveau de service qui fait qu'on tient notre rang de ville, encore une fois, et de bassin de vie. Et c'est vraiment ce combat qu'on mène depuis 12 ans, qui est vraiment la ligne directrice de notre action. Donc moi, je combats ce sectarisme soi-disant écologiste. Moi, je combats et nous combattons avec l'ensemble de l'équipe ce pessimisme. Vous voyez, le pessimisme, l'égoïsme aussi, te dire ah oui, moi, je suis tranquille, je veux qu'il ne se passe rien, je veux pas d'industrie, pas d'entreprise, pas de bon, voilà. Nous, on ne veut pas que Mazamet effectivement devienne un mouroir. On partage une vision optimiste de l'avenir. On croit en la science, on croit en la technologie, on croit surtout aux entreprises, au développement de l'entreprise et de l'esprit d'entreprise qui est toujours très vif à Mazamet. Et on croit surtout que la société peut être autre chose que clivante et qu'on peut faire travailler tout le monde ensemble. Donc on est là pour vous protéger de ces dérives-là. Essayer de vous protéger aussi, je l'ai dit, d'un contexte national qui est parfois un contexte difficile en termes de sécurité, difficile aussi en termes d'économie. On est là aussi pour essayer de protéger, de garder notre culture, nos traditions. On y est extrêmement attaché, ça fait partie de notre identité. L'identité mazamétaine, c'est une identité qui est extrêmement particulière quand on l'apprend. C'est une identité qui est à la fois une identité sudiste, qui est une identité un peu montagnarde, qui est une identité qui est quand même très protestante et aussi très catholique. Donc toute cette histoire-là, elle est très atypique en fait. Et c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait l'identité de Mazamet. Il faut en être fier, il faut la cultiver. Elle a beaucoup d'aspects très positifs, cette culture. Elle a beaucoup amené à la ville. Et il faut continuer à la faire perdurer. C'est pour ça
qu'on est là et qu'on veut continuer à mener notre action. Et puis, pour conclure, je vais vous dire un mot, c'est qu'il y a... J'ai parlé des écologistes, mais il y a aussi les râleurs sur les réseaux sociaux. Bon, alors, on parlait quand même un peu. Vous avez vu qu'il y en a certains, hein, ils ne doivent pas être heureux dans leur vie parce que c'est toujours critique, négatif, agressif. Et ce sera l'enjeu de l'élection le 15 mars. L'enjeu, c'est vraiment de venir voter. Je sais, je vous fais confiance, je sais que vous mobiliserez, que vous viendrez voter, quel que soit le contexte électoral. Il faut mobiliser autour de vous, il faut qu'il y ait du monde qui vienne voter. Si vous voulez soutenir l'équipe municipale, soutenir ce qui a été fait et ce qui va être fait, il faut mobiliser, il faut venir voter. Et il faut aussi venir voter parce que finalement, chaque abstention, c'est donner un peu plus de terrain à tous ceux qui ne jouent pas le jeu de la démocratie. Je l'ai expliqué, il y a les manifestants, les opposants professionnels et puis les râleurs professionnels sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de venir voter quand il faut voter, ou pourquoi pas de présenter une liste quand on n'est pas d'accord avec le maire, ce qui est tout à fait normal et tout à fait légitime. Mais le 15 mars, ne laissez pas le terrain à ces gens-là. Ne leur laissez pas le terrain, parce que chaque abstention, ça sera donner du poids aux gens qui passent en dehors des voies traditionnelles de la démocratie. La démocratie, il faut la préserver, c'est un bien précieux, et donc elle passe par le fait d'aller voter. Donc mobilisez-vous le 15 mars, et mobilisez surtout autour de vous pour qu'on ait la meilleure participation possible. Pour terminer je me souviens que le soir où on a été élu pour la première fois en 2014, c'était un grand moment d'émotion. J'avais dit, j'étais sur les marches de l'hôtel de ville, j'avais dit Mazamet est belle et grande. Et ce soir, je vous le redis, Mazamet est belle et grande. Mazamet est une ville magnifique. Mazamet est redevenue une ville vivante. C'est la ville qu'on aime. Et pour que tout ça, ça puisse perdurer, on va le faire tous ensemble. Donc, je veux dire ce soir, Mazamet, ville vivante. On continue. Vive Mazamet, vive la République.